C'est annoncé Carude que ça pas, nous c'est plutôt la problématique Carude, mais on va quand même parler de l'accès aux soins et voilà. Et du coup, nous, on était parti du postulat et du constat de base que, en fait, dans les années 80, bah, les usagers de drogue ils mouraient et qu'aujourd'hui, la RDR avait permis aux usagers de drogue de vieillir avec l'accès au TSO, l'accès au matériel stérile. Et qu'aujourd'hui, on se retrouvait face à une problématique avec des usagers dans des carudes, avec des phylacties vieillissantes, avec des pathologies chroniques, et de voir un petit peu comment accompagner ce vieillissement qui est parfois un peu difficile. Donc on va partir de notre expérience de base, et en fait on n'a pas de solution ni de réponse, on veut juste se questionner avec vous, quoi. Donc on va, en fait, en même temps qu'on va présenter la structure, on va se présenter personnellement, et puis on vous présente différents points qui nous ont questionnés. Donc j'ai pas forcément l'habitude de parler dans un micro, hein, donc c'est une première. Donc Alizé Jaouen, je suis chef de service du CARUD SIDA Parole dans le 92 à Colombes. Donc on a un accueil fixe avec aussi plusieurs dispositifs mobiles. On a une file active d'environ 200 personnes, accueil fixe et aussi travail de rue confondu. Sur ces accueils fixes, on a une file active de 120 personnes. La problématique rencontrée sur le public vieillissant du CARUD, ce n'est pas une problématique spécifique à SIDA Parole, mais plus une problématique nationale. Et du coup, sur ces problématiques, il y a plusieurs thématiques dont on a relevé avec Jeanne. C'était sur des problématiques liées à l'usage et la santé, des problématiques d'hébergement, d'insertion, mais aussi d'accès au droit. Voilà. Donc sur les problématiques de santé... Je vais quand même me présenter, je te remercie. À SIDA Parole, dans le CARUD, il y a une spécificité, c'est qu'en fait moi je travaille pour Médecins du Monde sur le programme Early, éducation aux risques liés à l'injection, et à SIDA Parole on propose de l'accompagnement à l'injection sur la file active du CARUD. Donc moi je vais plus aborder les problématiques de consommation active, d'injection chez les publics vieillissants, et comment travailler soit une alternative à l'injection, soit le deuil de l'injection, ou l'accompagnement de l'injection qui est souvent très compliqué sur des usagers qui injectent depuis 20 ans ou 30 ans. Donc moi je vais aborder plus cet aspect-là du public vieillissant. Donc on va commencer par plus les problématiques liées aux soins. Donc là je vais plutôt compléter Alizé. Cette année, c'est vrai qu'à SIDA Parole, on a pu constater que ce soit pour des personnes qui ne sont pas forcément dans une grande précarité, beaucoup d'usagers j'ai du mal à parler avec le micro, je suis vraiment désolée. Donc par rapport aux soins, ce qu'on s'est dit, c'est que l'accès aux soins de toute façon était compliqué pour les usagers de drogue, consommateurs actifs ou substitués, c'est une problématique qui est compliquée. Mais qu'on y est d'autant plus confronté avec un public vieillissant sur des pathologies chroniques, plutôt liées au vieillissement à leur usage, et que les intervenants en CARUD et en XAPA sont plutôt habitués et formés à accompagner des problématiques liées à l'usage et pas forcément au vieillissement. Donc comment accompagner un usager qui a un diabète débutant, des problématiques cardiovasculaires, des problématiques liées au vieillissement finalement et pas vraiment liées à leur consommation. Donc on s'est rendu compte en fait sur le CARUD que la file active allant vieillissant avec une chronicité de la file active, on se retrouvait avec des prises en charge de plus en plus lourdes et complexes. Donc autant d'un point de vue de l'usage, l'accompagnement, XAPA, cure, post-cure, etc. Et qui se complexifie parce qu'il y a des accompagnements et des prises en charge à faire en lien avec le vieillissement. Et donc, comment faire quand nous, on est intervenant CARUD ou XAPA, où on est formé aux problématiques de l'usage, et quand on est face à des intervenants, par exemple en maison de repos ou à l'hôpital, qui sont peu formés à l'usage de drogue, et encore moins sur la problématique de la vieillesse et de l'usage de drogue. Et nous, on voulait aussi vous interpeller sur la représentation du vieillissement, c'est-à-dire que pour beaucoup d'usagers déjà, parce qu'on a fait pas un focus, mais on en a parlé avec certains du CARUD qu'on allait intervenir aujourd'hui, et un peu comment eux, ils voyaient leur vieillissement. Et en fait, beaucoup disent qu'ils ne se voyaient pas vieillir, hein,
et qu'en fait ils sont face à des difficultés qu'eux-mêmes ne comprennent pas et n'avaient pas anticipé en fait. Donc la projection dans le vieillissement, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre pour eux et donc qui est compliqué pour nous à accompagner. Donc on a vu des dégradations de l'état général des usagers. Assez rapide et pour des personnes qui n'étaient pas forcément dans des situations précaires. Et du coup, c'est ça qui nous a interpellés, c'est que c'était des gens qui étaient stables, qui avaient pas forcément, qui avaient un logement, qui avaient une famille, qui avaient tout ça. Et du coup, c'est aussi comment orienter correctement ces personnes-là vers des dispositifs de soins et aussi les orienter physiquement, ce qui prend du temps aussi, des temps de la part des travailleurs sociaux, des accompagnements physiques pour aussi éviter qu'il y ait des représentations, et ça c'est de manière générale aussi de la part de tout usager, pas forcément que le public vieillissant, mais vers les dispositifs de soins sur des dispositifs et notamment sur les traitements VHC, comme on a pu le voir sur certains usagers à la boutique. Et c'est le travail qui est fait en lien notamment avec l'équipe du Fibroscan de Gaïa qu'on fait avec les acteurs locaux de terrain sur les dispositifs des hôpitaux de secteur, mais aussi les centres de soins et toutes ces choses-là, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des relais pour pouvoir aussi assurer la continuité des soins sur les usagers qui en tout cas sont nécessaires. Mais du coup, c'est aussi de travailler sur les représentations et c'est ça qu'on essaye d'accentuer avec c'est ce qu'on propose aux médecins, mais aussi aux travailleurs sociaux, de pouvoir former les gens sur l'usage de drogue. Qu'est-ce que c'est que l'usage de drogue? Comment, parce que souvent, les travailleurs sociaux d'autres structures sont restés quand même assez sur des représentations très clivées sur ce que c'est que l'usage de drogue, tout ça, et du coup de pouvoir avoir une autre vision des choses. Surtout les représentations qui sont souvent liées au fait que l'usage concerne un public plutôt jeune. Et ça, c'est très compliqué à travailler quand on accompagne physiquement des usagers qui ont 50 ans, 60 ans sur des dispositifs de soins et de faire comprendre que l'usager en face est consommateur actif. Et ça colle pas parce que dans les représentations, il y a un moment donné où l'usager il va se calmer, il va passer à autre chose, il va avoir envie de ce sevrage. Et aujourd'hui, nous, on revendique le fait qu'il y ait des usagers qui aient plus de 50 ans et qui ne soient pas dans une démarche de sevrage et qui assument leur consommation et en tout cas qui ne veulent pas parce qu'ils sont passés par 15 sevrages, 25 post-cures, 45 essais TSO et qui sont non substitués et qui ne souhaitent pas être substitués, travailler sur cette représentation et accompagner sur des pathologies du vieillissement et ne pas parler de consommation parce que ça n'est pas un problème pour l'usager vieillissant. Ça c'est très compliqué en fait de travailler sur la représentation du vieillissement liée à la consommation. Enfin de voir quelqu'un qui pourrait être notre grand-père ou notre père et qui est toujours consommateur actif. C'est des deux côtés, les usagers ne se voient pas vieillir et les professionnels vers qui on les oriente n'envisagent pas 5 secondes que l'usager puisse consommer malgré son âge. C'est aussi un mode de vie et que du coup toute leur vie a été basée là-dessus, sur la recherche du produit, et que du coup c'est compliqué aussi de se projeter autrement à un moment donné que dans cette recherche-là, et que finalement le matin quand on se lève, et les usagers le disent aussi pas mal, en tout cas à Si la Parole, après peut-être ailleurs c'est différent, mais que le matin c'est se lever, c'est de faire des assos avec d'autres gens pour pouvoir aller sur les plans et choper, et ensuite c'est comme ça, la journée se construit comme ça. Donc du coup c'est comment construire et aider à reconstruire peut-être autre chose. Voilà. Donc par rapport aux soins, je ne sais pas comment vous voulez qu'on s'organise. Est-ce qu'on voulait qu'on puisse discuter dès maintenant ou on passe à la problématique d'insertion ou d'hébergement? Je pense que si vous avez déjà des commentaires ou des expériences à partager, ou on enchaîne et puis on voit après au fur et à mesure. Du coup, c'est vrai que sur les dispositifs d'insertion, on parle souvent de dispositifs d'insertion par l'économie. En tout cas, c'est un peu un constat qu'on peut faire. Après, on parle de dispositifs d'insertion, c'est pas le même quand on a 30 ans que quand on en a 50. Surtout que la plupart des gens, en tout cas à Si la Parole, quand on fait l'état des lieux des personnes qui ont entre 45 et 50 ans, c'est des personnes qui ont pour la plupart jamais travaillé, ou en tout cas qui n'ont jamais travaillé dans le sens que la société dit. Après, ils ont travaillé, pour eux c'est du travail, hein, c'est du deal, c'est du vol, c'est
c'est quand même des choses c'est des sources de revenus hein, pour eux, mais c'est pas des sources de revenus comme la société l'entend. C'est un parcours carcéral qui pour beaucoup sont importants, hein, et des fois ils ont fait 15 ans, 20 ans, 30 ans de prison, voilà, même si c'est des petites peines, c'est toujours des peines de prison, donc voilà, ça fait partie de leur vie, et parfois ils ont des maladies chroniques, hein, VIH, VHC, donc c'est comment les accompagner sur construire, comment reconstruire aussi un parcours de vie qui est souvent assez chaotique, et voilà. Donc c'est pour certains, c'est aussi entre désir et réalité, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'on entend par là, et c'est prendre en compte aussi le projet de l'usager, je pense, dans la réalité aussi de ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. L'insertion professionnelle se fait, je pense, au cas par cas, et il faut entendre pour certains qui ne veulent pas travailler, c'est une réalité, hein, il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas travailler, et ça c'est aussi entendable, et que la capacité aussi physique et psychique de certains qui ne peuvent pas le faire. Au-delà de l'insertion, c'est redonner du sens à la vie aussi, et comprendre que certains n'arrêteront pas de consommer, et que ça, c'est le prendre en compte, et ne pas oublier que l'usage fait partie de leur vie quotidienne, substitué ou non d'ailleurs. Voilà. La chronicité de la vie active du CARUD, en tout cas, fait émerger des prises en charge qui sont longues, et c'est pour ça que l'investissement des travailleurs sociaux est important dans la prise en charge de l'insertion. C'est prendre du temps avec l'usager pour décrypter le parcours de certains, qui fait émerger aussi des désirs. Et par exemple, je prendrais le cas par exemple d'une personne qui a un parcours carcéral très important et qui finalement lui-même, tout au long de son suivi, c'est lui qui m'a appris en fait à décrypter tout le système judiciaire français, sauf que je ne savais pas du tout, et c'est lui qui m'a fait comprendre, et donc du coup qui sont véritables ressources, et c'est comment essayer de voir comment on peut amener ces gens-là qui eux se sentent totalement des fois démunis et qui se disent non mais j'ai rien fait, je ne sais rien, je ne vaux rien. Bah, si regarde, tu sais, tu as une façon de concevoir, tu sais décrypter totalement le système juridique français, le système judiciaire, et ça c'est valorisant pour toi. Enfin, il y a des choses que tu peux valoriser au travers d'autres choses peut-être, mais comment le valoriser? Des questions par rapport à l'insertion. Sinon, du coup, je vais enchaîner sur la problématique plus spécifique de l'injection chez le public vieillissant et comment accompagner ça. Parce que du coup, on a la chance en fait à SIDA Parole d'avoir ce lieu où les usagers peuvent consommer, et donc on peut observer les consommations au quotidien, et donc sur une file active vieillissante, on a décrypté certaines problématiques récurrentes chez les injecteurs. Donc quand on a des injecteurs qui ont 20 ou 30 ans de pratique d'injection, c'est souvent des injecteurs qui ont commencé leur parcours d'injection du coup quand les Steribox n'étaient pas forcément encore sur le marché. Donc avec des capitales veineux très détériorées parce qu'ils ont eu l'habitude et la ritualisation de la réutilisation du matériel, avec un capital veineux très détérioré, sans forcément avoir envie d'un sevrage et de faire le deuil de l'injection. Donc comment accompagner cette injection qui est toujours d'actualité, avec ce qu'on appelle nous des charcutages qui durent 20-25 minutes parce que l'usager ne trouve pas ses veines, parce que l'usager a des problèmes de vue, donc il a du mal à voir le biseau, hein, parce que ça c'est une vraie réalité aussi sur le public vieillissant. Donc comment lui faire adapter un stérifiltre sur une insuline alors qu'il a du mal à viser, qu'il a du mal à voir et qu'il ne trouve pas ses veines. Donc alors, nous, on a travaillé en équipe sur plusieurs stratégies. D'abord le passage à un autre mode de consommation, donc repasser au sniff. Ça, c'est très très compliqué d'évoquer ce genre de possibilités en disant tu ne renonces pas à la consommation, mais peut-être que le mode de consommation n'est plus adapté en fait à ton capital veineux. Après, on travaille beaucoup aussi la recherche de VN, les techniques qu'ils n'ont pas forcément eues, et travailler sur la ritualisation en fait, du geste qui, depuis des années, est le même et qui demande une adaptation à l'âge. Hein. Donc, sur la recherche d'autres sites qu'ils ne connaissent pas forcément, donc la pose de garrot, voilà. Et puis, donc, par rapport aux alternatives de l'injection, nous, on a travaillé donc
à repasser au SNIF ou alors à évoquer, alors ça c'est très compliqué, à évoquer la voie rectale, donc c'est compliqué sur des publics vieillissants de parler de plug en fait, hein, pour éviter les charcutages et la perte du produit, donc c'est des choses qui sont abordées mais qui sont difficiles d'accès, et donc voilà, c'est un peu les pistes qu'on a pu voir sur qu'on a pu tester et qui sont encore difficiles, hein, de voir comment on peut travailler cette injection sur un public vieillissant. Oui, bonjour, je suis Clara, je suis infirmière à Sida-Parole, je travaille avec Alice et Jeanne. Moi aussi j'ai une question qui se pose sur le public vieillissant, c'est le côté de la légitimité. Parce que moi, quand on parle de recherche de veine, quand on parle de consommation et tout ça, il y a souvent le retour de « ça fait 25 ans que je consomme, qu'est-ce que tu vas m'apprendre ?» Donc moi je sais que j'ai énormément de difficultés parfois à me placer de manière légitime face à l'autre. Parce que forcément, quand je vais dire « mais si tu veux, je vais t'aider à trouver une veine », il me regarde et il me dit « mais qu'est-ce que tu connais quoi ?» Et c'est pareil sur toutes les nouvelles techniques. Donc c'est pour ça que c'est un travail qui se fait, comme Alizé disait, à long terme. Parce que comme ça, de but en blanc, c'est très difficile de leur donner, d'échanger sur les nouvelles pratiques que nous apportons, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail à long terme qui est fait avec cette population. Ça ne peut pas se faire comme ça sur une période très courte. Moi, je peux juste donner mon avis par rapport à ça. Disons qu'en fait, il y a eu un travail de confiance qui s'instaure et qui est beaucoup plus important avec un public vieillissant qu'avec un public jeune, où il faut avoir une légitimité par la relation en fait, que tu crées avec l'usager. Et surtout, et ça, Alizé, elle l'a un peu évoqué, c'est la valorisation du parcours de vie et être disponible pour entendre le parcours de vie qui est souvent long, complexe. Et ça, c'est pour pouvoir travailler à un devenir, c'est très important de prendre le temps de décrypter ce parcours de vie qui est souvent complexe, de le valoriser et de l'entendre. Souvent, les gens ont répété, re-répété les parcours de vie de multiples fois à plein de travailleurs sociaux et qu'à la fin, re-répéter, c'est fatigant et qu'ils n'ont pas forcément l'envie de le partager. D'où le travail au long terme, qui s'inscrit dans une pérennité du lien en fait. Et la difficulté aussi, parce que intervenir en carut, c'est pas forcément des rendez-vous en permanence, enfin, les gens sont pas forcément ponctuels, et puis on sait très bien qu'avec les usagers, du coup c'est pas assez compliqué d'honorer des rendez-vous, même si c'est pas forcément des rendez-vous fixes. On sait que voilà, ils viennent pas, on fait avec ça, et du coup, des fois ça peut être compliqué, en tout cas pour un suivi et sur des démarches en tout cas qui peuvent être importantes et aboutir à des choses concrètes. Il y a des fois, c'est des mises en échec, mais en même temps, la mise en échec, elle peut être, elle est pas, c'est pas une mise en échec pour l'usager, ça peut être pour après, ça marchera peut-être après, mais c'est pas forcément une mise en échec tout de suite. Ce sera une projection pour après. Voilà. Tu voulais pas enchaîner sur l'hébergement ? Sur le constat qu'on fait à Sida-Parole par rapport à l'hébergement, on voit qu'avec les publics vieillissants, en tout cas, la plupart du temps, malheureusement si, je peux le dire, c'est des hôtels, des mises en place, c'est généralement des gens qui sont à l'hôtel de longue durée, voilà. Sinon, c'est des foyers à Doma, donc c'est des demandes qui sont longues, les personnes n'adhèrent pas forcément. Et puis en plus, il n'y a pas forcément de suivi dans les foyers à Doma, en tout cas adéquat pour des personnes vieillissantes. Après, ça dépend de ce qu'on dit vieillissante, hein, c'est entre 45 et 55 ans. Hein, voilà, les demandes, on travaille aussi avec le SIAO. Le SIAO, c'est des demandes qui prennent du temps. Et puis après, c'est aussi travailler avec les structures. Pour les personnes qui ont des maladies chroniques, c'est les ACT, mais on se rend compte que pour avoir une place en ACT, c'est très très long, les demandes en Île-de-France sont saturées, que l'éloignement physique, des fois pour certains ça peut être bénéfique, mais pour d'autres ça ne l'est pas non plus. Donc il serait intéressant de voir pour mettre en place des structures qui peuvent être innovantes et surtout de travailler avec les structures d'hébergement sur lesquelles on oriente les usagers. Notamment avec, là on a l'exemple d'une personne qu'on a orientée sur un CHRS avec qui on travaille, qui n'était pas du tout enclin à travailler avec nous, justement avec un usager de la boutique, qui savait qu'il était consommateur actif, qui finalement, et qui était vieillissant, qui avait
les vieillissants en tout cas, qui étaient consommateurs déclaratifs, et finalement qu'il a pris, et on travaille avec eux, on les a reçus dans le cadre du coup pour présenter la structure, présenter un peu les dispositifs qu'on avait, présenter un peu le travail qu'on pouvait faire ensemble dans le cadre de synthèse, et ça fait à peu près 1 an qu'on le suit, qu'on est en lien aussi avec l'équipe là-bas, qui vient encore au CARUD, mais pour faire un peu un point sur ce qui se passe. C'est ce qui se passe là-bas, et aussi nous on rencontre aussi les éducateurs sur le CHRS. Donc c'est intéressant parce que ça permet aussi de créer du lien avec le CHRS et aussi le CARUD, et de maintenir en fait de maintenir le lien, et de pouvoir aussi d'avoir une continuité dans le suivi, et de pouvoir dépasser des clivages qu'il peut y avoir, et d'apporter aussi autre chose. Sur pérenniser de pérenniser autre chose que des dispositifs d'hôtel, comme ce que fait Prose aujourd'hui, et d'essayer d'avoir d'autres financements, qu'on peut avoir aujourd'hui, ce serait quand même assez intéressant. Pour aller plus loin par rapport à l'hébergement, qui ne s'est pas posé la question de l'EHPAD pour usagers actifs, hein, voilà. Donc c'était aussi un peu la question qu'on voulait partager avec vous, c'est-à-dire que ne serait-ce que sur on va dire des maisons de repos, c'est super compliqué parce que quand on oriente les usagers, par exemple après une pathologie cardiaque lambda, où tout le monde pourrait y avoir accès, il y a des arguments du type on n'a pas de pharmacie sécurisée pour mettre la méthadone, on n'a pas d'ELSA, il n'y a pas d'addicto, donc qu'est-ce qui va se passer pour ces usagers-là quand ils vont plus être dans l'âge pour être en CHRS ou voilà, moi je suis infirmière donc je connais pas très bien les circuits d'hébergement, voilà, mais en tout cas ce public-là, il va nécessiter en fait une prise en charge et un hébergement qui aujourd'hui n'est absolument pas adapté. Donc est-ce que dans les maisons de retraite ils vont distribuer des Skybox? Non. Enfin, ou en tout cas, ce serait en tout cas à travailler et à se poser la question. Et aussi, le consommateur actif, c'est souvent des choses aussi qui nous évoquent, c'est qu'à un moment donné, quand le deuil de l'injection n'est pas envisagé, n'est pas envisageable, comment ça va se passer, ne serait-ce que pour s'approvisionner en fait en produits. Quand il y a tout un réseau, tout un mode de vie qui a été créé autour de ça, ou comme le disait Alizé, le matin, c'est très ritualisé tout ça, et à un moment donné, il y a des usagers qui disent moi, je suis fatigué, j'ai du mal à me lever le matin, etc. Donc l'accès aux produits devient plus difficile. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont difficilement entendables, mais que nous, on doit pouvoir accueillir la parole de l'usager qui ne veut pas, qui ne souhaite pas arrêter d'injecter et qui met en avant ces problématiques d'accès financier et comment je fais parce que je peux plus aller courir quand je vais sur un CAS ou des choses comme ça, et c'est des choses qu'ils nous disent en fait. Non mais on a fini ou... Nous, on a plus ou moins fini de ce que on voulait partager avec vous. Voilà. Je suis président du CPS Aligo. Ouais, je ne sais pas l'habitude. Ah bah oui, moi non plus. Ouais, je suis président SLVS Aligo depuis 10 mois. J'ai été élu. C'est un ancien usager, 22 ans. J'étais pour Kayaman, Kayaman, je prenais tout depuis la prison, j'ai tout connu, de 7 ans, j'ai fait à Château Rouge, j'ai connu depuis. On est sur le travail, jusqu'à dehors de temps en temps, ça marchait, mais de temps en temps, bon, ça ne marchait pas. Mais tout ce que vous avez dit ici, j'ai entendu, pour moi, je suis très content, parce que tout le temps, depuis que je suis président, mes amis, ils ont 35 ans en France, le problème que vous n'avez pas parlé, le problème des sans-papiers. Les dealers qui ont 30 ans en France, ils ont des enfants, des petits-enfants français, mais papa, il n'a pas les papiers. 35 ans en France. Ils ont des IDF ministériels graves, donc derrière le dos. J'ai 15-17 condamnations, une petite peine pour l'étalage lié à la drogue, pour ma consommation, payer ma chambre de l'hôtel. On était des mariés, la drogue, vous savez, c'est pas le pauvre qui la prend, c'est des riches, c'est de l'argent. C'est des relations, c'est des affaires, c'est business, et il y a beaucoup de choses. J'ai grandi à Paris, je suis venu à de 20 ans, j'ai 50 ans, donc avec cette condamnation, 25 fois j'ai été devant le juge, 23e chambre, donc 5 fois menace d'expulsion. Il y a un vrai problème.
Donc j'ai fait le voyage avec le pro, je suis très content de vous attendre. J'ai fait Péry, j'ai fait 700 km et j'ai vu une maison de thérapie. Bon, vraiment, l'État a investi vraiment 400 millions, j'ai vu, c'est-à-dire 400 000 emplois. Donc j'ai vu du boulot, 2 ans pour arrêter. Une année, si vous avez échoué, au total 3 ans pour arrêter la drogue. Donc ce n'est pas facile pour quelqu'un de mettre 3 ans pour arrêter la consommation. Donc j'ai tout vu ça, mais il y a des gens aussi qui sont en difficulté financière, il n'y a pas de revenus officiels. Bon, il faut qu'il arrête la drogue parce que 15 condamnations, 12 condamnations, il est âgé, il est fatigué avec toutes sortes de pathologies que vous citez. Il y a des fois, on a des âgés qui ne sortent pas, des vieillots là, de 65 ans, de 60 ans, les Africains n'ont pas de papier, les autres ils ont de papier, ils ont des enfants, des petits-enfants, que vous ne les voyez pas. Et ces gens-là, depuis, je suis médiatisé, vu mon ancienneté, vu on est des amis, on se connaît bien, on en parle tout le temps. Il vient ici, ils étaient là, aujourd'hui ils viennent aussi, donc ils ont un dossier à transmettre comme vous parlez, donc vraiment il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, donc la drogue c'est un fléau, mais la justice aussi a un problème aussi, un problème. Et pour moi j'ai été condamné une fois pendant 25 ans pour 2 grammes d'héroïne. Interdiction définitive, un mandat de dépôt, 2 mandats de dépôt sans être jugé, j'ai été libéré. Le jour du jugement, ils étaient libres, donc j'étais en prison. Je n'ai pas cherché à savoir où j'étais. Mais deuxième fois, j'étais dans la rue, j'ai filmé, et il me prend, il y a une fiche. Vous allez finir cette peine, et puis bon, ils m'ont notifié en prison. Ils m'ont donné 10 jours pour faire appel, j'ai fait appel, et 10 jours est passé, le fille m'a oublié. Je sais que c'est fait, c'est procédure, le 10e jour. Je connais le système. J'ai envoyé, j'ai dit, mais c'est grave, je vous ai envoyé mon courrier pour l'appel que j'ai fait, mais jusqu'à présent, le 10e jour est passé. Le 11e jour, à 11h, on courrier, directement, je vois les gens, les surveillants. Monsieur, vous appelez qui? Gérald Oual, escorte directement, palais de justice. 11e jour, on arrive, comme ça, 16e chambre, régie, tardé. Qui la faute? Alors, c'est une interdiction de 2 grammes d'héroïne primaire pour la première fois. 2 mandats de dépôt, interdiction de 15 mois, quand même. Et puis on m'a détruit ma vie. Travaillé, je suis menuisier au HK. J'avais une femme, j'avais une vie normale, et je vivais. Le jour au lendemain, 2 grammes d'héroïne a détruit ma vie, et puis je suis devenu le Civitec. On va passer aux questions, si vous avez des questions. Malheureusement, on est limité par le temps. Ouais, je ne sais pas, mais bon, on peut continuer plus tard. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, puis sinon on va laisser la place au prochain. Alors, en fait, moi je suis infirmière dans un centre de soins à Strasbourg. Et pour reprendre sur vos interventions, je trouve qu'au niveau du soin, c'est vrai que c'est difficile de prendre en charge des gens qui, en plus d'être des consommateurs actifs, ont des soucis cognitifs ou des choses comme ça, qui en plus rendent la prise en charge difficile par des équipes de soins qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des usagers. Je trouve que je vous rejoins sur ce mode de pensée-là. Par rapport à l'insertion, c'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas travailler, mais il y en a qui aimeraient travailler alors qu'ils n'ont plus les capacités physiques. Et c'est aussi à nous de pouvoir leur dire, écoutez, peut-être qu'il faut faire le deuil aussi de vouloir travailler quand on a 50 ans. On n'a pas forcément travaillé avant, mais là maintenant, même si vous êtes dans une démarche de vouloir tout arrêter ou de vouloir vous ranger, on va dire, vous n'avez plus les capacités physiques ou intellectuelles pour reprendre une activité. Après, c'est vrai que je pense qu'il existe des alternatives, justement, pas forcément un travail au sens propre comme on l'entend, mais en tout cas du bénévolat, des choses comme ça, des choses qui peuvent exister et qui peuvent redonner du sens justement à la vie des gens et donner du sens à la vie de société, justement de s'impliquer dans la vie de la société. C'est bon ?